conséquent, il y a une grande informativité de ces régions polymorphes par délétion-insertion qu'on appelle les microsatellites ou les VNTR. Alors au total, quand on regarde le génome humain, et ça avait fait la couverture de Science, vous voyez, en 2000, je sais pas quoi, 2002, le fait majeur scientifique de l'année, le breakthrough of the year, c'était qu'entre deux individus humains pris au hasard, il y avait à la fois très peu de différence, 0,1 à 0,5%, suivant qu'on se place dans la même population ou dans des populations différentes, africains par rapport à caucasiens, par rapport à asiatiques par exemple. Et donc c'est rien. Mais comme le génome est gigantesque, c'est beaucoup en même temps. 3,2 millions de différences entre deux individus. Donc ça c'est un chiffre massif. Vous prenez n'importe lequel de vous et vous faites la séquence de son génome, et puis vous en prenez un deuxième, vous faites la séquence de ce génome, vous alignez les génomes, vous avez 3,2 millions de différences l'un avec l'autre sur l'ensemble du génome. Quand vous prenez un exome, vous dites, ok, ça ne m'intéresse pas tellement, c'est pas dans les gènes, moi je cherche à travailler sur un phénotype, je vais regarder que l'exome. Quand vous regardez un exome chez un individu, par rapport à la séquence de référence, vous avez 20 000 variants. En gros, un par gène codant pour une protéine. La moitié d'entre eux sont déjà connus, ou plus que la moitié, ce sont des polymorphismes, ce sont des SNP reconnus. Mais il en reste quelques milliers. Et donc, allez trouver dedans quel est celui qui est suffisamment convaincant pour correspondre au phénotype que vous étudiez. C'est ça la question qui est une question quotidienne au laboratoire de génétique désormais. Je vous propose une pause. Vous êtes d'accord ? Moi aussi. Allez. Ah, votre camarade pose une bonne question sur la fréquence. Quand je dis plus de 1% de fréquence allélique, c'est la somme, c'est 1% de la population des allèles. Pour un locus autosomique, on a évidemment chacun deux allèles. 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 18, etc. Lorsqu'on séquence le génome d'un individu, on séquence les deux allèles. Et on a donc deux populations d'allèles. D'accord ? Donc c'est 1% de l'ensemble des allèles. Ça ne veut pas dire que 1% de la population est hétérozygote, ça veut dire que 2% de la population est hétérozygote. Alors, la pathologie moléculaire, en revenant aux bases, disons, traditionnelles, qu'est-ce qui va nous dire que ces variants sont en cause dans une maladie génétique humaine ? La première réflexion, et la réflexion la plus élémentaire, la plus basique, c'est de dire où se trouve ce variant pour que l'on puisse le baptiser mutation, c'est-à-dire ayant un rôle dans le phénotype que vous étudiez chez un malade. Évidemment que la position par rapport à un gène codant pour une protéine est essentielle. Et c'est là où vous allez redécliner ce que vous connaissez bien sur les mutations qui touchent les exons, des mutations de séquences codantes, faux sens. On va introduire un changement de séquence nucléotide qui va différencier un acide aminé par rapport à un autre dans la séquence terminale de la traduction de la protéine. Des mutations non-sens qui vont introduire un codon stop. Des mutations de séquences non codantes, notamment des mutations introniques qui sont très souvent sous-estimées parce qu'on ne séquence pas bien les introns, parce qu'on regarde là où il y a de la lumière, c'est-à-dire là où on a le code. Des mutations qui vont toucher le codon d'initiation de la traduction, ici, le ATG. Des mutations qui vont toucher la fin de la traduction, les codons stop, qui peuvent être transformés en codons codants, où donc la machinerie de traduction va continuer à traduire jusqu'au prochain codon stop, qui n'en est pas un, mais qui tombe là par hasard. Des mutations du promoteur proche de ce gène, des mutations de la polyadénylisation. Bref, tout ça, vous connaissez bien. C'est la pathologie moléculaire du gène. C'est pas que c'est facile, mais on a dans ces régions-là le code qui nous permet de dire je peux
prétendre à ce que le variant identifié soit causal, puisqu'il introduit un codon stop précoce dans l'exon numéro 2 de ce gène qui en contient 4. Il y a toute chance que ce variant soit la mutation que je cherche. D'abord, il est rare, et puis il va perturber profondément la traduction de la protéine. Ça, c'est pas tout récent, vous voyez, ça a une dizaine d'années, mais ce n'est que confirmé. C'est la proportion de ces variations holoci codant du génome dans les maladies humaines, Human Genome Mutation Database, HGMD, si vous regardez ça sur vos ordinateurs, HGMD vous donne le répertoire des allèles variants qui sont déjà connus pour être des mutations. Donc au fond, il y a déjà très souvent, les 3/4 du boulot sont faits quand vous séquencez un gène candidat chez un patient. Vous regardez et que vous trouvez un variant, vous regardez HGMD et vous savez que ce variant est déjà rapporté dans cette maladie et que par conséquent, vous avez trouvé la mutation de ce malade. Ou les mutations si on est dans un système à plusieurs allèles mutants. Et ça, c'est la représentation de la pathologie moléculaire moyenne en fréquence. La majorité ici, vous voyez, ce sont des mutations faux sens, des mutations stop, ici non-sens, des mutations d'excision-épissage, des mutations du promoteur, et puis ça, ce sont pour les single nucleotide variation, les SNV, les changements de un nucléotide à un autre, et puis pour les délétions-insertions, vous voyez ce que ça représente, délétion de quelques nucléotides, insertion, insertion-délétion, pour arriver à des remaniements un petit peu plus complexes, soit par leur taille, soit par leur architecture. Mais vous voyez que la majorité de la pathologie moléculaire humaine, telle que la base HGMD, il faudrait que je mette un peu à jour ce truc-là, ce sont des mutations faux sens. La localisation, la nature des mutations, c'est tout aussi évident. Un décalage de phase de lecture, si vous avez une petite délétion indel, insertion-délétion, qui ne fait pas le nombre canonique de nucléotides de répétition de 3, de triplets de codons, vous allez introduire ce qu'on appelle un décalage de phase de lecture et aboutir nécessairement à l'apparition d'un stop prématuré, d'un codon stop qui n'en était pas un, mais du fait du décalage, il en est un. Ça ne veut pas dire que les petites délétions, les petites insertions multiples de 3 sont forcément bénignes, mais ça veut dire que celles qui ne le sont pas sont forcément, très très vraisemblablement, des mutations causales, des mutations qui perturbent gravement la traduction de la protéine, si ce n'est la transcription de l'ARN messager. Il y a une autre façon de voir ces mutations, plutôt que la façon que je vous montrais ici, qui est générique et alphabétique, si je puis dire, c'est de les voir justement par responsabilité, par vraisemblable. Et qu'est-ce que le variant peut nous dire déjà de sa crédibilité lui-même? S'il n'est pas dans la base HGMD, un des variants que vous trouvez dans un gène, est-ce que vous pouvez l'incriminer quand même? Oui, bien sûr. Et alors, les arguments d'incrimination dans ce type de variant peut dépendre un peu de sa nature. Ici, vous avez tiré toujours de HGMD des milliers d'allèles mutants que vous pouvez classer par mutation ponctuelle dans SNV et par anomalie de quantité d'ADN, délétion, insertion, complexe ou répétition. Mais vous pouvez aussi les classer en fonction de leur effet présumé. Et l'habitude a été prise de les classer en mutations dites tronquantes, qui sont supposées avoir un effet délétère du simple fait de leur nature et de leur localisation, et des mutations non tronquantes pour lesquelles on peut se poser la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une mutation tronquante a toute chance d'être pathogène, d'être véritablement une variation tronquante a toute chance d'être une mutation pathogène. Une variation non tronquante peut l'être, mais ce n'est pas absolument certain.
Quelle est cette classification? Dans les mutations troncantes, on va observer quel type de mutation. Les mutations non-sens, vous introduisez un codon stop. Les mutations d'excision-épissage qui vont vous faire squeezer un exon ou ajouter un exon ou retirer plusieurs exons d'un ARN messager. Et puis les petites insertions-délétions, surtout si elles ne sont pas en phase de lecture, c'est-à-dire multiples de 3. Ces catégories-là de mutations sont présumées altérer profondément la traduction de la protéine, voire l'annuler totalement. J'inclus là-dedans, bien entendu, des CNV qui vont totalement déléter un gène ou l'interrompre par translocation. Mutation troncante, l'idée c'est que la protéine qui résulte de la traduction des ARN à ces loci est totalement cassée ou absente. S'opposent à cela des mutations non troncantes dont on peut se poser la question de la responsabilité sans en avoir la certitude. Eh bien, ce sont les faux sens. Vous avez une glutamine qui va donner un acide aspartique ou une lysine qui devient une leucine. Ou alors des délétions ou insertions qui sont en phase de lecture, in frame, c'est-à-dire qui sont multiples de 3, où vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est un variant non pathogène, fût-il rare, ou est-ce que c'est là bien la mutation que je cherchais? Un très grand classique de ces délétions en phase, pourtant mutation sévère, c'est la mutation la plus fréquente de la mucoviscidose, dont je vous parlerai demain. Cette mutation est une délétion d'un seul codon, un codon qui code pour une phénylalanine, en position 508 du gène de la mucoviscidose, je vous dirai ça demain, et même bien qu'étant de très petite taille, bien qu'étant en phase, comme les collègues là-haut qui font un club de traduction, non mais j'entends que vous les amis. Quand on devient un petit peu sourd, il y a un problème de fréquence. Dans un amphithéâtre comme le vôtre, on entend le mec qui parle. C'est comme ça, je suis désolé. Non mais continue à faire ton... C'est très bien. Bon, alors les mutations troncantes, non troncantes. Donc là aussi, c'est du décodage de séquençage d'exomes. Quand vous chopez un variant, premier réflexe, où il est, quel est-il? Est-il déjà répertorié dans les bases de données de type AGMD? Et s'il ne l'est pas, quelle est sa nature? Est-ce qu'il a l'air d'une variation délétère, tronquante, ou est-ce que c'est juste possible sans être certain? Et quand on regarde notre même tableau que tout à l'heure, mais cette fois-ci réparti en tronquant et non tronquant, vous voyez que dans les variants des exomes faits pour des malades, je parle de patients, hein, eh bien, on peut dire que 45 à 50% des variants trouvés à l'origine des maladies de vos malades, de ceux que vous verrez dans les hôpitaux, sont des variations tronquantes. Alors, ce petit truc-là, je reviens hein, là-dessus, variation, mutation, c'est pas juste pour, c'est pas juste pour l'examen, hein. C'est véritablement une question quotidienne de liaison entre la clinique de génétique, l'observation des patients, l'interrogatoire, l'ouverture des dossiers, l'analyse généalogique, la récolte des signes, ce que les généticiens appellent le phénotype, et le laboratoire qui va vous donner des résultats de séquences d'ADN à un locus déterminé par la méthode Sanger. Vous allez séquencer le gène candidat que vous pensez être en cause chez ce malade par des séquences de panels de gènes que l'on peut réunir dans une même capture. Je vais séquencer les 80 gènes impliqués dans l'épilepsie parce que l'enfant et la famille que j'étudie, la question est une épilepsie. On appelle ça un panel de gènes, un reséquençage de gènes en panel. Ou par exome, je vais séquencer l'ensemble des gènes codant pour des protéines et des micro-ARN en passant d'un individu parce que je ne sais vraiment pas comment chercher. Eh bien, plus vous allez aller du locus unique jusqu'à l'exome, voire le génome, plus vous allez trouver ces variants, évidemment. Locus unique, vous avez la probabilité de un variant. Et comme c'est un locus unique que vous étudiez au laboratoire depuis des années, vous les connaissez, les variants. Vous savez, celui-là est un polymorphisme, celui-là il ne sert à rien, j'ai déjà étudié.
Dès que vous êtes dans un panel de gènes, vous avez 80 gènes d'épilepsie, là il commence à y avoir un bon paquet de variants. Là aussi, vous en écartez beaucoup que vous connaissez, qui sont synonymes, qui n'ont pas de...